Bonjour Madame Ndoye. Bonjour Madame. Vous êtes un ancien ministre de l'Éducation de base et des langues nationales au Sénégal. Merci beaucoup de m'accorder cet entretien. Merci à vous aussi de m'interviewer. Alors, nous vivons un moment capital pour le futur de l'éducation. Quel est votre bilan sur les 15 dernières années, surtout dans le contexte africain? Oui, d'abord, globalement, le monde a fait des progrès dans le système éducatif. Quand on regarde les principaux indicateurs, ils sont en évolution positive. Je veux dire, quand on prend le TBS du pré-primaire, nous avons gagné à peu près une vingtaine de points sur ces 15 dernières années. Vous prenez le primaire, le TNS, on a gagné aussi une vingtaine de points à peu près. On a gagné à peu près 13 points sur le cycle 1 du secondaire. Les taux d'achèvement se sont améliorés. Donc il y a eu des gains et il y a eu des progrès dans le monde entier. Maintenant, ces progrès, bien sûr, ont été inégalement distribués dans le monde, dans les différentes régions du monde. Généralement, les gens retiennent que l'Afrique est encore loin derrière les autres régions. Mais quand on ne retient que cela, on ne rend pas, disons, justice à l'Afrique. Parce que précisément sur les 15 dernières années, l'Afrique a fait des bonds de géant en matière d'éducation. Et si on regarde même, le principal accélérateur des progrès de l'éducation, c'est l'Afrique dans ces 15 dernières années. Cependant, elle venait de trop loin. Et c'est parce qu'elle venait de trop loin qu'on ne voit pas assez ces progrès parce qu'elle reste encore derrière. Et donc, de ce point de vue, je trouve que ces 15 dernières années ont été bonnes, et pour le monde et pour l'Afrique. Alors, comment pouvons-nous atteindre l'objectif d'éducation des objectifs du développement durable d'ici à 2030? D'abord, nous n'avons pas réussi à atteindre les objectifs de l'EPT, dont on fait le bilan aujourd'hui, du moins dans certaines régions, et notamment en Afrique. Pratiquement, quand on prend les 6 objectifs de l'EPT auquel on peut intégrer les 2 objectifs éducation des OMD, nous nous sommes retrouvés effectivement dans la difficulté d'atteindre les objectifs fixés. Maintenant, quelles leçons nous en tirons? Je crois une première grande leçon tirée par tout le monde, c'est que c'est vrai qu'il faut ouvrir l'accès, mais que ce n'est pas suffisant d'ouvrir l'accès, il faut également garantir la qualité de l'éducation. Mais cette compréhension aussi de la qualité de l'éducation a évolué. Ce n'est plus la qualité de l'éducation considérée comme l'excellence, mais c'est la qualité de l'éducation considérée comme réussite de tous les apprenants. Et réussite de tous les apprenants, c'est cela qui garantit le droit à l'éducation. Parce que sinon, le droit à l'éducation n'est pas garanti. D'abord parce qu'il n'est pas universel. Or, il doit être universel parce que c'est un droit humain fondamental. Deuxièmement, parce que l'absence d'acquis dans l'apprentissage n'ouvre pas la porte à l'exercice des autres droits, le droit de travailler, le droit de se cultiver, etc. Le droit de continuer à apprendre. Alors, c'est pourquoi on peut dire que ces leçons, si elles sont investies actuellement, on pourrait aller loin. Mais il faut y ajouter une autre dimension qui a été capitale, c'est la dimension développement durable. Pourquoi cette dimension est capitale? Parce que c'est bon d'avoir été à l'école. C'est bon d'avoir réussi les compétences fondamentales. Mais tout cela en vue de quoi? Quel est le sens? Ou bien quelle est l'utilité? Quelle est l'utilisation et quel est le sens des acquis qu'on a à l'école? Alors, ce sens-là, il est fourni par le développement durable. Aujourd'hui, nous devons apprendre aux enfants à vivre et à travailler au XXIe siècle. D'abord à vivre en sauvegardant la planète où nous sommes, c'est-à-dire en développant des consciences et des comportements écologiques. Mais cela ne suffit pas pour sauvegarder. Il faut aussi
développer une citoyenneté consciente et active au niveau des jeunes, qui soit une citoyenneté mondiale, c'est-à-dire l'intercompréhension avec les autres, la responsabilité par rapport à l'autre, le respect de l'autre et de manière plus générale, le respect de l'humain. Et c'est ceci qui est la base de l'intercompréhension et de la construction de la paix qui est aujourd'hui menacée par l'éclatement de nos sociétés avec les différentes intolérances qui sont en train de se développer. Or, nous devons vaincre cela si nous voulons que nos sociétés survivent. Mais cela aussi a une autre exigence. Est-ce que on va continuer à bâtir des sociétés inégalitaires ou bien des sociétés inclusives? Et comment l'éducation peut assurer donc la mobilité et l'égalisation sociale pour permettre justement de construire des sociétés inclusives. Et pour les pays qui sont en retard, qui connaissent la fracture économique, la fracture numérique, la fracture cognitive, il faut également aujourd'hui qu'on pense comment ces pays, à travers l'éducation, pourront bâtir les compétences qui leur permettent d'anticiper et de mettre en œuvre les mutations qui sont nécessaires à la transformation structurelle de l'économie et donc de participer à la prospérité mondiale. Alors on a discuté aujourd'hui sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication à l'IPE. Et selon vous, alors, est-ce que ces TIC peuvent aider le processus de planification de l'éducation? Comment mesurez-vous l'intégration des TIC dans le contexte africain? Le potentiel des TIC est énorme. Nous le savons qu'en matière de collecte des données, les TIC permettent des collectes à distance. Et aujourd'hui en Afrique, par exemple, comment certaines expériences sont en train d'utiliser le mobile comme moyen de collecte des données. Mais au-delà de la collecte de données, les TIC aident également au traitement de ces données, aident à la diffusion de ces données. Et ceci permet donc aux planificateurs, premièrement, de mieux développer l'analyse sectorielle, d'avoir des modèles de simulation qui permettent un peu de mieux projeter non seulement les objectifs, les coûts, les financements, les cibles, etc. Et ça permet ensuite, du point de vue des cadres logiques et des plans d'action, de pouvoir faciliter tout le travail des planificateurs. Et donc, c'est un moyen non seulement de modernisation et de facilitation, mais comme toute étude technologique, la question fondamentale qui va être posée, c'est quelle utilisation? Parce que l'outil a un potentiel, mais ce potentiel, est-ce que l'utilisation qu'on choisit, les options d'utilisation qu'on choisit, permettent de bâtir sur le positif de ce potentiel? Et cette question est à l'ordre du jour dans le séminaire, et je crois qu'en sortant de ce séminaire, les gens pourront justement choisir les meilleures options possibles. Merci beaucoup.